Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Le monde appartient aux beaux parleurs de Jean-Jacques Malherbe. Introduire du jeu dans votre univers vous rendra encore meilleur et vous permettra d'atteindre vos objectifs. Parler est un art. Convaincre un sésame. Il y a en vous un orateur qui sommeille et qui vous permettra d'atteindre vos rêves en utilisant la magie des mots. Dans ce texte essentiel et plein d'humour, rempli de références, Jean-Jacques Malherbe, expert de la parole et comédien, propose des remèdes aux mots inhérents à tout discours en public, en réunion ou devant un auditoire. Quels sont les gestes à proscrire? Comment préparer son intervention ou captiver son auditoire dès la première seconde? Fort de son expérience de formateur, l'auteur propose des mises en situation concrètes à travers des exercices variés. Un véritable cahier pratique pour nous apprendre en douceur le b.a.-ba du pouvoir de l'orateur et donc du pouvoir tout court. Jean-Jacques Malherbe, comédien, formateur et fondateur du site www.beauparleur.com, est devenu expert dans l'observation des comportements et a formé plusieurs milliers d'intervenants dans les domaines de la prise de parole en public, le média training, la maîtrise de l'image professionnelle, l'animation de réunions et la gestion des conflits. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Avant-propos. Une chape de silence. Mon enfance, c'était un village du nord-est de la France, froid et venteux. Une terre rude aux volets fermés dès la tombée de la nuit, sur un monde silencieux qui ne s'épanchait pas. Le sentiment traversait les rues tel un étranger, la tête basse, la peur au ventre, le col relevé, en rasant les murs. Il était un intrus, un hôte indésirable. Il troublait le voisinage, perturbait l'ordonnancement immuable des soirées lisses et décolorées des froides bourgades de l'Ardenne pluvieuse. Et puis d'abord, qui donc était-il celui-là? Et de quel droit prétendait-il poser un frisson, une larme, un tremblement, une caresse sur la vie si banale, si prévisible et si rassurante de ces campagnards façonnés par une éternité de non-dits? De non-dits, tellement pas dits d'ailleurs que l'expression n'existait même pas. D'où venait-il, ce sentiment? Issu d'un autre monde, d'une autre espèce probablement, paré d'une couleur différente, imprégné d'une essence inconnue. Le voilà qui, dans son arrogance invraisemblable, entendait tout à coup toucher des hommes et des femmes, s'immiscer dans des familles qui n'avaient pourtant rien à apprendre de personne depuis des générations et s'en portaient fort bien. Il se tenait tapi dans l'ombre, camouflé sous un morceau de tissu, gonflé de fureur, lourd de questions, empli d'innocence, prostré et coupable de ne pas encore exister. Mais pourtant prêt à s'inviter à la table des maîtres, à les défier du regard, à les pousser dans leur retranchement, leur imposer sa respiration, de haut en bas, de bas en haut. Il attendait son heure, cherchait sa voie, la fenêtre qui lui permettrait de descendre dans le jardin des émotions autorisées. Qui lui passerait l'échelle? Qui lui procurerait les ailes de l'envol vers la reconnaissance? Vers la formulation? Par quel stratagème deviendrait-il une réalité écoutable? Comment circuler et se répandre chez tous ces seigneurs du silence? Et pourtant, il était aussi ancien que l'homme lui-même. Il avait déclenché des guerres, semé le trouble dans le cœur de milliards d'amants, avait nourri des civilisations et engendré des artistes magnifiques. Il s'était doté d'un outil extraordinaire, la parole, qui le polissait sans cesse, le nuançait d'effets puissants, de subtilités redoutables, de musique et de rythme enivrant. Sans doute. Mais pas ici, pas chez moi, pas encore. Le chemin serait long et jalonné d'embûches. Itinéraire d'un enfant pas gâté par la parole. Les faiseux et les diseux. Confronté à l'absence terrible, cruelle de mots pour qualifier des situations complexes, mes yeux d'enfant ont développé, naturellement et inconsciemment, une acuité particulière, apprenant très tôt à observer les comportements et à identifier des sources de communication différentes de la parole. Parce que c'était pour moi une question de survie. L'analyse instinctive des gestes, des déplacements, des souffles me protégeait. Je ne savais évidemment pas,
alors que j'en ferais mon métier. Dans le cadre familial et social de cette époque, il y avait tant de choses qui ne devaient pas être dites, que le mensonge régnait en maître au point de devenir la norme. Attention, pas un mensonge hâbleur et nourri d'effets. Au contraire, chez nous, le mensonge était un mur, une fin de non-recevoir. Mentir permettait d'être bref, de couper court à toute demande d'explication. Mentir était facile et indolore, dans un univers où la discussion était rare et strictement utilitaire. Le faux maquillait les jours et les nuits, travestissait à bon compte le quotidien et son usage limitait les risques d'effusion rhétorique. Le faux était confortable. C'est donc là que j'ai grandi, au milieu des faiseux, ceux qui méprisent les diseux, surtout les bien-diseux, qu'ils appellent avec méfiance et dédain les beaux parleurs. Au fil du temps, pourtant, j'allais croiser quelques figures qui seraient comme autant de balises dans la nuit, à moins qu'elles n'annoncent les stations d'un parcours initiatique. Le maître. Comme pour beaucoup d'élèves en difficulté, l'interrogation orale constituait pour moi un véritable calvaire. La seule idée de devoir mettre à nu mes défaillances devant, et même dans le regard des autres, me terrorisait. L'épreuve était terrible, inhumaine. La distance entre mon pupitre d'écolier et le bureau du maître, perché sur une estrade et surmonté du tableau noir, me semblait interminable. Un chemin de croix. Un océan de souffrance. La plupart du temps, je ne comprenais même pas la question posée. Quant à la réponse, qui en général correspondait à la leçon en théorie apprise la veille, elle était introuvable. Inexistante. Dès lors, le temps s'arrêtait, suspendu au-dessus de ma tête, lourd, menaçant. Les blancs qui séparaient mes borborigmes étaient cauchemardesques. Mes palpitations cardiaques ne semblaient avoir d'autre fonction que celle d'alimenter une transpiration excessive, visible de tous. Mon corps semblait s'évaporer sous un soudain excès de chaleur, même pendant les plus rudes journées d'hiver. Mes mains tremblaient convulsivement, sans que je puisse les contrôler, tandis que mes yeux cherchaient désespérément de l'aide. En vain. Ceux du maître se faisaient aussi incisifs et implacables qu'un scalpel. Il savait pertinemment que je ne savais pas, mais me laissait là, planté dans mon champ d'ignorance, exposé au regard de tous, avec une froide cruauté. La terre ne tournait plus, les aiguilles de l'horloge étaient soudées au cadran, tandis que mon estomac, soumis à la torture, sécrétait soudain un reflux tellement violent que j'étais pris d'incontrôlables quintes de toux. L'estrade prenait des allures de poteau d'exécution. Les yeux de mes camarades étaient des fusils. La classe un champ de tir. Feu à volonté. Après l'épreuve interminable, je n'en étais pas quitte pour autant. À l'heure de la récréation, les commentaires de mes petits camarades fusaient, cinglants. Leurs quolibets et railleries achevaient de détruire le peu d'idées positives qui auraient pu encore m'habiter pour le reste de la journée. Tel fut mon premier et réel contact avec la prise de parole en public, terrifiant et traumatisant. Je n'avais pas encore conscience que j'entamais ainsi le long, très long parcours du combattant qui me conduirait à être aujourd'hui, celui qui réconforte, coach, guide et forme des adultes qui éprouvent, dans un contexte professionnel, les mêmes symptômes, souffrent de la même incapacité à s'exprimer. Le curé. Les premiers regards apprivoisés, je les captais dans la chaire de l'église de mon village. Mais cela ne se fit pas en un dimanche. En ce jour du Seigneur, j'avais surtout l'impression de faire partie du cérémonial sacrificiel. Enfant de chœur au cœur battant, revêtu d'une aube blanche et planté d'un côté ou l'autre de la sacristie, je me sentais exposé au regard de ce public pourtant composé de mes bien chers frères et bien chères sœurs. Cible idéale offerte au jugement des uns et des autres, j'étais traversé de part en part par les mots du curé, acteur malgré moi d'un rite puissant et mystérieux dont les enjeux m'échappaient, mais qui me paraissait tellement lourd de secrets. De ces non-dits enfermés à double tour au sein de chaque famille, porteurs de secrets, probablement terribles, mais que la parole du curé semblait avoir le pouvoir magique de laver et d'effacer. Une fois l'office terminé, je quittai l'église tête basse, évitant soigneusement de croiser les yeux des fidèles. À ce moment-là,
Le statut d'enfant de cœur tenait plus pour moi de l'obligation que d'une quelconque forme de distinction. Voilà un privilège dont je me serais bien passé. Au fil des cérémonies, pourtant, je commençais à relever la tête et à observer l'assemblée avec curiosité. Quoique simple figurant pour l'essentiel, j'étais tout de même idéalement placé, près de l'acteur principal, l'orateur, le curé. Petit à petit, je me familiarisais avec les regards posés sur notre cénacle. J'osais les affronter puis, de plus en plus confiant, je me risquais même à les toiser. Dimanche après dimanche, je gagnais en assurance en m'installant dans le regard des autres. Fasciné par ce qui se jouait devant moi, avec moi, je poussais plus loin l'expérimentation. Je pris ainsi l'habitude, une fois la messe terminée, de me planter derrière le lutrin du curé pour tenter d'imaginer le ressenti d'une vraie prise de parole en public. J'étais en place, mais toujours privé de parole. Le pasteur. En 1975, j'assistais au mariage d'une de mes sœurs qui épousait un homme de nationalité suisse. Un protestant. L'union fut concélébrée dans l'église de mon village, celle-là même qui m'avait fourni une première tribune vivante quoique muette. Cet office constitua une étape clé pour l'adolescent pétri de certitude que j'étais alors. Le pasteur s'adressait à l'assemblée des fidèles d'une façon si dynamique, si naturelle et chaleureuse que tout le monde dans l'assistance était hypnotisé. Il était impossible de se soustraire à sa parole. Cet homme était en représentation. À ses côtés, sa femme participait aussi à ce moment de communion religieuse. Tous deux semblaient ne faire qu'un autour de leur message. Le public était conquis, suspendu au déplacement du pasteur. Il occupait l'espace avec aisance, s'approchait des fidèles, les fixait dans les yeux, les interpellait. La vie et le naturel s'installaient tout à coup, dans ce lieu marqué depuis des siècles, par l'immobilisme de ses officiants. Le geste et la parole, parfaitement maîtrisés et harmonieux, apportaient soudain la démonstration éclatante de leur efficacité dans un contexte pourtant très conservateur et protecteur de ses codes et rituels. J'étais littéralement fasciné par ce que je voyais et entendais. La prise de parole différente, novatrice et audacieuse dans son expression, pouvait donc s'imposer là où on ne l'attendait pas avec une force et une efficacité redoutables. Ce fut pour moi à la fois un électrochoc et une révélation. Les réussis, Je me rappelle aussi ces gens que nous recevions parfois à la maison, et dont la seule présence suffisait à créer un climat de malaise respectueux, de gêne diffuse et empruntée. Parce que ces invités étaient de ceux qui avaient réussi. Lorsqu'il était prononcé, le mot était invariablement accompagné d'une mimique où se mêlaient l'admiration, la déférence et un brin d'envie. Réussi quoi? Réussi, c'est tout. Le terme se suffisait à lui-même. Qui était-il? Il pouvait s'agir des héritiers d'entreprises importantes du cru, ou bien de gens qui avaient accompli des études. Ils étaient instituteurs, à moins qu'ils n'aient obtenu des suffrages, même locaux. Dans tous les cas, ils provoquaient chez mes parents une admiration hors norme qui les plaçait sur un piédestal et les entourait d'un halo de considération. Et puis ces gens importants avaient tous un point commun. Ils parlaient bien. Lorsqu'ils ouvraient la bouche, on se taisait et on écoutait. On buvait leurs paroles comme un précieux nectar, dont il ne fallait pas perdre la moindre goutte. Alors que lorsque je m'exprimais, les rires m'interrompaient sans aucune retenue. De ces rires ironiques, que l'on décoche à celui qui n'y connaît rien, et que l'on se refuse à considérer comme le centre d'intérêt lorsqu'il s'exprime. Je compris alors à quel camp il fallait que je m'efforce d'appartenir. Quand les réussis parlaient, ils étaient beaux, intelligents, séduisants, sécurisants. Quand ils se taisaient, leur silence contraignait les autres à enchaîner, à prendre la suite de la discussion pour combler ce blanc qui prenait soudain les proportions d'un vide sidéral. Et d'un seul coup, on retombait dans les lieux communs et les plaisanteries graveleuses. Grâce aux réussis, j'avais fait une nouvelle découverte. Le rapport entre la parole et la séduction m'était apparu avec la force de l'évidence.
les séducteurs s'exprimaient avec aisance, la séduction n'était donc pas que physique. Voilà qui me convenait parfaitement et me donnait toutes mes chances. Enfin, le docteur. J'avais à peine 15 ans lorsque je perdis ma mère, terrassée par un cancer. Aussi étrange que cela paraisse à première vue, cette épreuve fut certainement à l'origine de ma vocation de communicant. Pendant toute la période où évoluait la maladie de ma mère, je fus confronté aux non-dits de mes proches, à ces silences que je croyais à l'époque être les plus lourds de ma vie. Dieu sait qu'il y en avait pourtant d'autres installés depuis longtemps, nourris par la complicité tribale qui par tradition et par pudeur se nommait « secret de famille ». À chacune de ces visites, le médecin de ma mère, un grand gaillard imposant, descendait de la chambre de la malade, la mine grave, le dos voûté, comme accablé par l'impuissance des traitements prodigués. Il s'arrêtait un instant dans la cuisine avant de regagner sous la pluie, son véhicule encore chaud d'une journée de kilomètres parcourus à travers la campagne, pour soulager la misère de son prochain. Le spectacle qu'il offrait alors était un modèle du genre dans le registre de la confusion. Les bras ballants, les yeux cherchant au plafond une inspiration qui ne venait pas, il proférait des phrases courtes et sans intérêt, entrecoupées de soupirs abattus. Conscient de la gravité de la situation, je regardais cet homme de science et j'attendais tous les jours qu'il dise « Elle ne s'en sortira pas » ou « Il n'y a plus rien à faire ». Mais non, c'était probablement au-dessus de ses forces. C'est finalement de la bouche de quelqu'un qui ne maîtrisait pas le langage à tenir en pareille circonstance que j'allais avoir la confirmation que ma mère n'en réchapperait pas, quelques jours seulement avant son décès. Cette défaillance des mots, je l'avais anticipée depuis longtemps à force de décrypter avec mes yeux d'adolescent le non-verbal de mon entourage. Ces silences assourdissants étaient autant de terribles aveux. D'une certaine manière, mon sens de l'observation m'avait protégé du choc de cette nouvelle et l'impact de la douleur en fut atténué. Je paierai plus tard mon assurance, victime du retour du boomerang qui, après s'être échappé vers des plages ensoleillées, se trouve tout à coup confronté de plein fouet à la rudesse du désert. La psy. C'est à la trentaine déjà entamée que les questions qui m'assaillaient depuis l'enfance réclamèrent des réponses. Il était temps de mettre enfin des mots sur les mots. Le regard de la psy fut probablement le plus difficile que j'eus à affronter dans mon existence, car ce qui m'était proposé, c'était un rendez-vous hebdomadaire avec moi-même, et ce sur plusieurs années. Mais cela en valait la peine. Au cours de ces séances, je découvris que rien, et surtout pas la souffrance, n'était inéluctable. Ce travail, en dehors de toute autre considération qui n'ont pas leur place ici, me permit d'établir un lien entre toutes les expériences sociales, amoureuses, familiales et professionnelles de mon parcours. Un fil conducteur. Cela n'a l'air de rien, mais c'est pourtant fondamental. Un lien à sens. Grâce à lui, je développais cette formidable faculté qui serait à la fois l'axe de mon évolution personnelle et le garant de la validité de ma démarche professionnelle, l'écoute active. J'appris aussi que l'aisance que l'on peut éprouver dans le regard des autres passe obligatoirement par une parfaite maîtrise de son image. Et maîtriser son image, c'est déjà l'accepter soi-même. Comment pouvez-vous demander à un public de vous valoriser si vous ne vous valorisez pas vous-même? Le regard de l'autre est toujours moins dangereux que le regard de soi sur soi-même. La psy m'a permis d'en prendre conscience, et ces éléments sont aujourd'hui très précieux dans l'exercice de ma profession. Plus que précieux, indispensables. Je voudrais ici faire une parenthèse qui me paraît extrêmement importante. Prétendre œuvrer dans le développement personnel, sans avoir réalisé préalablement un travail sur soi-même, est une hérésie. Car on ne saurait maîtriser les exigences de la fonction de formateur sans avoir compris notamment le processus de transfert. Le formateur ne peut pas rentrer chez lui, sa journée de travail terminée, en emportant avec lui les soucis, problèmes ou névroses de ceux qu'il forme. De même qu'à aucun moment, il ne doit accepter d'entrer dans un jeu psychanalytique avec un groupe ou certaines des individualités qui le composent.
car il ne doit en aucun cas se prendre pour un psy. Toute dérive de ce genre serait dangereuse. Il y va non seulement de sa propre protection, certaines histoires peuvent entrer en résonance avec la sienne, mais aussi de celle d'autrui, en l'occurrence les participants à sa formation qui, immanquablement, seront tentés de lui prêter un autre rôle. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent le formateur comme le porte-manteau sur lequel ils vont accrocher l'idée ou l'image de la personne qui a, peut-être, posé le premier regard sur eux. En effet, les problèmes de prise de parole en public sont des problèmes de souffrance, d'image de soi, et font donc nécessairement référence à des épisodes douloureux de la vie. Les gens arrivent souvent en situation d'échec, avec parfois des sanglots dans la voix au moment où ils se présentent. Récemment, lors d'une de mes sessions de formation, une participante a débuté sa présentation par ces mots. « Voilà, j'ai perdu mon fils de 13 ans d'une leucémie il y a 2 ans. » Une femme par ailleurs très dynamique, mais qui avait à cet instant les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix. En face d'un cas comme celui-ci, le formateur a 2 options. Soit il peut entrer dans la souffrance de l'autre et le considérer d'une manière spéciale pendant toute la formation, en étant tenté de jouer à l'apprenti sorcier. « Ma petite dame, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien tombée, vous allez voir. » Ce n'est évidemment pas la bonne solution. Soit choisir l'autre option, c'est-à-dire considérer cette personne comme n'importe quelle autre, même si elle a affronté dans son parcours de vie quelque chose d'absolument insupportable, et se dire qu'elle est ici pour communiquer, apprendre, mener à bien un nouveau projet dans un tout autre contexte. Il est cependant certain que la force morale dont est dotée la personne est importante. En l'espèce, cette femme a immédiatement enchaîné en précisant « Mais je ne prends pas d'antidépresseurs, je fais face, parce que je pense que ce n'est pas une solution. » Si un participant, au contraire, cherche à entraîner le formateur dans sa souffrance, il est important de savoir le détecter pour éviter de tomber dans le piège et de mettre la personne en sécurité en lui proposant la boîte à outils virtuelle dans laquelle elle va puiser l'instrument qui lui convient. Mais certainement pas en jouant à l'apprenti psy. Si je n'avais pas préalablement accompli ce travail en profondeur sur moi-même, je n'aurais jamais été en mesure de faire ce métier. Je prenais, enfin, la parole grâce à cette analyse conduite par un inconscient qui me permettrait de me concentrer sur l'efficacité professionnelle. J'étais prêt. Le comédien. Mon regard d'enfant s'est posé sur le comédien, à un moment de ma vie où je ne me sentais pas du tout bien. Euphémisme. J'avais alors un irrépressible besoin de fenêtres grandes, ouvertes sur l'extérieur. Cet air neuf et vivifiant, j'allais le chercher dans ce que l'on appelait encore la petite lucarne. J'ai souvent pensé, je l'ai même affirmé à plusieurs reprises, que Josh Randall, Zorro, Daktari ou les Envahisseurs m'avaient sauvé la vie. Ils me faisaient rêver, ils étaient mes amis. Comme tous les enfants, je m'identifiais à ces personnages extraordinaires. Ils étaient magiques, ils avaient toujours quelque chose à dire. Ils maîtrisaient parfaitement toutes les situations, agiles et sûrs d'eux. Ils étaient la fiction qui émerveillait la tristesse de mon quotidien. L'image et la parole réunies dans une sorte de perfection. Surtout, ce que je trouvais absolument génial et fascinant, c'était l'idée que l'on puisse inventer sa vie. Sans être capable de le formuler aussi nettement, bien sûr, ce que j'aimais dans la notion de scénario, c'est qu'elle ne laissait pas de place au hasard. C'est quelque chose qui résonnait particulièrement chez l'enfant que j'étais. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je crois que j'ai toujours voulu être artiste dans le regard des autres. Chanter, être comédien. Évidemment, mon contexte familial ne s'y prêtait pas du tout, l'art y tenait une place dérisoire. Il a donc fallu du temps pour que j'aille le chercher, le regard des autres dans ces domaines-là. Je me suis d'abord essayé à la chanson. Je cherchais ma voix, à travers des textes que je composais moi-même. Vint ensuite le temps de l'écrit-parler. À travers le personnage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.